C'est bon, les collègues, on commence. La séance est ouverte. Mesdames et messieurs les députés, chers collègues, je suis très heureux d'ouvrir une nouvelle réunion de la délégation aux Outre-mer de l'Assemblée nationale qui se déroule à la fois en présentiel et par la visioconférence et qui fait l'objet d'une diffusion en direct sur le portail de l'Assemblée nationale. La vidéo sera ensuite disponible à la demande. La réunion d'aujourd'hui sera consacrée à l'audition de M. Alain Krishna et Jean-François Merle, conseiller d'État honoraire et ancien conseiller du Premier ministre Michel Rocard sur la situation en Nouvelle-Calédonie. L'année 2025 sera cruciale pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Comme vous le savez, une mission d'information sur la situation de ce territoire a été créée au sein de la délégation. Elle se rendra sur place dans 2 semaines. Mais avant même ce déplacement, il m'a paru utile d'organiser une audition publique sur ce sujet. C'est la raison pour laquelle nous allons entendre messieurs Krishna et Merle, qui sont considérés comme les artisans des accords dits de Matignon de 1988. Messieurs les conseillers, avant de vous donner la parole pour un bref propos liminaire, je voudrais d'abord rappeler le contexte. En mars 2024, 3 membres de la mission sur l'évolution institutionnelle des Outre-mer se sont rendus en Nouvelle-Calédonie. M. Philippe Gosselin, M. Temata Le Gaïc et moi-même. À travers les nombreuses auditions que nous avons menées, nous avons rapidement compris que le débat sur le projet de loi constitutionnelle portant sur le dégel du corps électoral en vue des élections provinciales allait déclencher de violentes réactions sur le territoire. À notre retour à Paris, nous avons publié une communication pour mettre en garde le gouvernement et le Parlement contre toute précipitation en vain. Nous connaissons la suite. Le 13 mai, le texte a été débattu à l'Assemblée nationale et a suscité de violentes réactions. 14 morts, de nombreux blessés et 2 milliards d'euros de dégâts. Le président de la République, un peu tard, a décidé de suspendre la procédure de dégel du corps électoral juste avant la dernière étape du processus, l'examen par le Congrès à Versailles. Depuis cette date, l'organisation des élections provinciales a été prudemment repoussée au mois de novembre 2025, mais les sujets principaux restent en suspens et rien n'est réglé. J'ai donc souhaité vous entendre pour recueillir votre avis sur les événements de 2024, ainsi que sur les possibilités de sortie de crise en 2025. La situation actuelle marque-t-elle les limites des accords de Matignon conclus en 1988 ? Plus précisément, pouvez-vous nous parler du corps électoral et notamment les raisons pour lesquelles le corps électoral autorisé à voter lors des élections provinciales a été limité à un certain nombre d'électeurs et à leurs enfants, et non à leurs descendants ? Y a-t-il une volonté de ne pas donner à ce corps électoral une application pérenne de manière à rendre inéluctables des modifications ultérieures? Enfin, en l'absence d'accord qui interviendrait entre les deux parties, quelle serait selon vous la moins mauvaise des solutions? Poursuivre le processus de dégel du corps électoral malgré les risques d'embrasement, organiser les élections provinciales avec un corps électoral gelé, en contradiction avec les règles de droit et de préconisation du Conseil d'État, reporter à nouveau les élections en contradiction avec la jurisprudence du Conseil constitutionnel, prendre d'autres mesures. Comme vous le voyez, le sujet est vaste. Messieurs, vous avez la parole. Je peux suggérer que, chronologiquement, Jean-François Merle, qui était l'artisan des accords de Matignon, moi je suis venu pour les accords d'Oudinot ensuite, et puis 10 ans plus tard les autres. Voilà. Monsieur Merle, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, moi je voudrais surtout répondre à vos questions, mais peut-être dans un propos liminaire, vous apporter un témoignage sur quelque chose que l'on entend beaucoup ces derniers temps et qui tendrait à dire que les accords de Matignon avaient prévu en quelque sorte une organisation de la Nouvelle-Calédonie régie par un fédéralisme interne et qu'il serait souhaitable d'y revenir. Et on met en avant le fait que dans un des textes discutés au moment des accords de Matignon, il était fait référence au territoire fédéral de Nouvelle-Calédonie. Alors je crois qu'il n'est pas inutile, parce qu'on a souvent tendance dans le débat calédonien à instrumentaliser un petit peu les mots, à avoir un fétichisme du vocabulaire, de rappeler l'enchaînement des faits et la réalité des faits. Les accords de Matignon ont porté sur 2 éléments et 2 seulement. Le premier, c'était l'accord qui était donné par les 2 délégations du RPCR et du FLNKS
à ce que l'État reprenne pour une durée d'1 an l'administration directe de la Nouvelle-Calédonie et en même temps engage un certain nombre de mesures de rééquilibrage économique et social. Et puis le deuxième point d'engagement, c'était que les deux délégations s'engageaient à présenter et à requérir l'accord de leurs instances respectives sur les propositions du Premier ministre contenues dans un texte numéro 2 sur l'évolution future de la Nouvelle-Calédonie. Et c'est tout. Les accords de Matignon le 26 juin 1988 portent sur ces 2 points et exclusivement sur ces 2 points. Alors, il est vrai que dans le texte qui comportait les propositions du Premier ministre, mais qui n'était pas à ce stade validé par les 2 délégations, il prévoyait que l'administration et le développement du territoire fédéral de la Nouvelle-Calédonie seraient organisés dans le cadre de 3 provinces. Pourquoi y avait-il cette expression de territoire fédéral? Je crois que c'est ce qu'il est important d'essayer d'éclaircir. En fait, les accords de Matignon reposent sur 2 principes majeurs. Le premier, c'est le rééquilibrage du pouvoir entre les communautés et les forces politiques par la création de provinces aux compétences étendues. Et puis le deuxième principe, c'est celui du rééquilibrage économique et social entre Nouméa, les îles et la Brousse, ainsi qu'entre les communautés, ce qui s'est traduit par des contrats de développement et la clé de répartition des dotations d'investissement et de fonctionnement entre les provinces. Mais Jean-Marie Tjibaou avait en mémoire la période de 1986-1988, pendant laquelle les régions qui avaient été créées par le statut Pisani de 1985 avaient vu leurs compétences rabotées ou paralysées par des interventions du territoire et de l'État. Et donc l'expression de territoire fédéral qui figurait dans ce document politique et non pas juridique signifiait que le territoire ne pouvait pas exercer de tutelle sur les provinces ni empiéter sur leurs compétences. Et cet équilibre était d'ailleurs confirmé dans le texte qui disait que le territoire conserve les compétences de coordination et les matières qui ne peuvent pas être transférées aux provinces, matières qui étaient limitativement énumérées. De son côté, Jacques Lafleur souhaitait que dans la configuration politique qui résultait de la réélection du président Mitterrand, l'État n'intervienne pas trop dans les affaires de la Nouvelle-Calédonie et que ces interventions soient le plus circonscrites possible. Et donc voilà pourquoi on s'est retrouvé avec cette expression de territoire fédéral dans ce document d'orientation politique. Et lorsqu'il s'est agi de le traduire dans le texte qui a été discuté au moment des accords Oudinot, texte qui était celui de l'avant-projet de loi qui devait être soumis au référendum du 6 novembre 1988, on ne retrouve plus cette expression de territoire fédéral. Et pourtant, les 2 délégations ont reconnu, sont tombées d'accord, c'est ce que disait le communiqué commun qui a été signé, pour estimer que le projet présenté par le ministre des Départements et Territoires d'Outre-mer est conforme à la dynamique et à l'esprit des accords de Matignon. Alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas retrouvé cette expression? Tout simplement parce que dans les travaux juridiques préparatoires à l'élaboration de la loi référendaire, beaucoup d'experts constitutionnalistes, membres du Conseil d'État, ont fait observer que qualifier l'organisation interne d'une collectivité territoriale dans un État unitaire comme l'est la France de fédéral pouvait résulter d'une interprétation politique, mais n'avait pas de sens d'un point de vue juridique. Et elle considérait que les objectifs qui étaient poursuivis par cette qualification étaient tout à fait satisfaits
par les dispositions du projet de loi référendaire qui disait que les provinces avaient une compétence générale, la compétence générale, sous réserve de celle des communes, et le territoire et l'État n'avaient plus qu'une compétence d'attribution. Il existe de nombreux modèles de fédéralisme à la surface de la planète, mais le principe général est celui de la subsidiarité. La fédération n'exerce que les compétences qui lui sont reconnues par les collectivités fédérées. Eh bien, l'organisation interne de la répartition des compétences en Nouvelle-Calédonie, telle qu'elle est énoncée par la loi référendaire, ne diffère pas de ce principe. Les provinces exercent une compétence générale, l'État des compétences explicitement désignées et le territoire également. D'ailleurs, pendant toute la période 88-98, le Congrès de la Nouvelle-Calédonie était constitué de la réunion des assemblées de province. Et c'était une traduction assez concrète de cette subsidiarité. Et ce que je voulais dire, pour conclure, c'est que cette architecture institutionnelle n'a pas évolué. L'accord de Nouméa maintient le fait que les provinces ont la compétence générale et l'État et la Nouvelle-Calédonie ont des compétences d'attribution limitativement énumérées. D'ailleurs, périodiquement, la juridiction administrative est amenée à vérifier si telle ou telle décision de l'État ou de la Nouvelle-Calédonie n'empiète pas sur les compétences des provinces. Alors, il est vrai que les compétences de la Nouvelle-Calédonie se sont beaucoup élargies, mais c'est du fait des transferts des compétences régaliennes, des compétences non régaliennes de l'État vers la Nouvelle-Calédonie pendant la période de mise en œuvre de l'accord de Nouméa. Autrement dit, depuis maintenant un peu plus de 37 ans, l'organisation politique de la Nouvelle-Calédonie continue de répondre aux critères politiques qui avaient été fixés au moment des accords de Matignon-Oudinot, absence de tutelle d'une collectivité sur une autre, subsidiarité, clé de répartition pour le rééquilibrage politique, économique et social. Et je crois qu'il serait extrêmement dangereux de vouloir se référer à une autre interprétation de ces principes qui ne serait pas conforme à la réalité historique pour masquer en réalité d'autres desseins et d'autres objectifs. Voilà, Monsieur le Président, le témoignage que je souhaitais apporter, tout en ayant conscience de ne pas avoir exactement répondu à vos questions sur l'interprétation des événements de mai 2024, mais je pense qu'on pourra y revenir, ni sur les voies de sortie, mais ce sera aussi, j'imagine, l'objectif d'un certain nombre de vos questions et de celles des autres parlementaires. Voilà, mais je pensais utile de vous apporter ce témoignage historique parce que c'est une période sur laquelle les participants à ces discussions et à ces négociations sont de moins en moins nombreux pour en témoigner. Merci, M. Merle. Donc, la parole est à M. Alain Krishna. Merci, Monsieur le Président. Donc, juste pour situer les choses chronologiquement, moi, je suis arrivé après les accords de Matignon, au moment où Louis Lepin-Sec, après les législatives, a été nommé ministre de l'Outre-mer. Et donc, nous avons eu pour tâche de préparer les accords Oudinot, pour ça qu'on parle souvent d'accords Matignon-Oudinot, qui devaient traduire avec plus de précision les accords de Matignon pour préparer la loi qui serait soumise à référendum et qui l'a été en novembre suivant. Donc, je ne vais pas parler des accords Oudinot, puisqu'au fond, ils sont assez indissolublement liés aux accords de Matignon que Jean-François Merle a expliqué sous un angle particulier mais essentiel. Moi, je voudrais parler de l'accord de Nouméa et donner ma vision. Alors, il y a plus de participants
à l'accord de Nouméa encore en vivant ou en situation, bien sûr, de les avoir connus de l'intérieur. Donc je donne mon interprétation en sachant qu'il peut y en avoir plusieurs. Et que 27 ans après, évidemment, les mémoires peuvent être divergentes. Donc, un point qu'il faut rappeler, c'est que l'État avait donc, par les accords de Matignon signés avec les deux partenaires, décidé qu'en 1998, il y aurait un référendum d'autodétermination, un seul. Bon. Et ce n'est pas lui qui a introduit l'idée d'une nouvelle négociation, c'est Jacques Lafleur qui, avec une vision que je considère comme tout à fait essentielle et historique, a expliqué que, au fond, c'était très proche, l'échéance de 1998, et que si on y allait sans un délai supplémentaire, eh bien, on risquait à nouveau de créer un clivage, des troubles, enfin, en tout cas des désaccords majeurs. Et le FNLKS, qui n'était pas évident quand Jacques Lafleur a fait sa proposition, a finalement accepté de rechercher un accord différent. Et cet accord, évidemment, ne pouvait pas être la simple reconduction des accords de Matignon, il fallait qu'il innove. Il y a eu beaucoup d'étapes, les choses ont bien avancé sous le gouvernement de M. Juppé, et puis il y a eu la dissolution, c'était assez bloqué, et les choses ont pu se débloquer. Je ne refais pas l'historique des accords. Mais je voudrais souligner ces points fondamentaux. Il y a d'abord le préambule, qui n'est pas un texte pour faire joli, qui est un texte qui doit se lire quand on interprète, pour l'interprétation de tous les autres. Bon. Donc, il y a la colonisation a été un traumatisme pour le peuple kanak, mais le texte continue et reconnaît, je cite, la légitimité des communautés qui vivent sur le territoire à y vivre et à continuer de contribuer à son développement. Elles sont, je cite toujours, indispensables à son équilibre social et au fonctionnement de son économie et de ses institutions sociales. Dernier point important de ce préambule, l'accord prévoit donc de reconnaître pleinement l'identité kanak et, je cite encore, de refonder un contrat social entre toutes les communautés qui vivent en Nouvelle-Calédonie dans un partage de souveraineté avec la France sur la voie de la pleine souveraineté. Donc je voudrais donner mon interprétation, qui peut ne pas être partagée bien sûr, de ces différents mots. Je voulais d'abord souligner que c'est tellement d'actualité que dans sa lettre du 28 janvier d'invitation aux délégations de Nouvelle-Calédonie pour les discussions en cours, M. le Premier ministre se réfère au préambule et précisément aux dispositions que je viens de citer. C'est donc un fondement ou un des fondements d'une solution sur le conflit en cours. Donc ce préambule, je le souligne dans mon interprétation, ça n'est pas un texte unilatéral de repentance, c'est une lecture partagée de l'histoire qui essaye de donner une vision partagée de l'avenir. Donc la pleine souveraineté, on l'a beaucoup critiqué, c'est un horizon qui est admis, qui a été admis par tous les signataires, en pleine connaissance de cause, il n'y avait rien de caché. Mais c'était un horizon qui n'excluait pas lui-même un nouveau partage et des liens particuliers à définir avec la République, et en tout cas, toute évolution restait soumise à un vote des populations intéressées, que la loi organique, qui a été validée sur ce point sans réserve par le Conseil constitutionnel, a précisé. Donc on essaie de concilier, c'est-à-dire toujours la difficulté depuis les accords de Matignon, et je ne crois pas que ça ait changé fondamentalement, l'aspiration d'une partie importante de la population, c'est-à-dire très largement des Kanaks à, selon le résultat des élections, entre 80 et 85%, d'accéder à une pleine souveraineté, et le principe démocratique qui est et constitutionnel, qui est qu'on doit consulter les populations qui accéderaient ainsi à l'indépendance. Après, il y a eu un préalable minier qui a été résolu, et puis il y a eu la restriction du corps électoral pour les élections provinciales. Alors, je voudrais dire que cette restriction, elle ne date pas de l'accord de Nouméa. Elle était dans les accords de Matignon.
Au point 2 des accords de Matignon, il est écrit que les électeurs et les électrices de Nouvelle-Calédonie qui seront appelés à se prononcer sur ce projet de loi référendaire constituent les populations intéressées à l'avenir du territoire. Ils seront donc seuls autorisés à participer jusqu'en 1998 aux scrutins qui détermineront cet avenir, au scrutin au pluriel, scrutin pour les élections au Conseil de province et scrutin d'autodétermination. Quel était le raisonnement? C'était de dire que, comme les provinces qui avaient la compétence de droit commun allaient faire beaucoup de choses, qui allaient avoir une incidence, dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs, sur le scrutin d'autodétermination, il fallait que ce soit les futurs électeurs qui se prononceraient sur l'autodétermination qui y participent. C'est évidemment très différent juridiquement et au plan des principes d'une restriction du corps électoral pour un référendum d'autodétermination. Personne ne conteste, au moins dans le principe, que pour un scrutin d'autodétermination, ça ne peut pas être tous les électeurs inscrits qui sont arrivés depuis 3 ans, 5 ans, etc. En revanche, les provinces sont une collectivité territoriale qui vote beaucoup de choses, dont des impôts, et donc ça, c'est un problème à la fois démocratique et constitutionnel. Ce qui était écrit dans les accords de Matignon n'a donc pas pu être mis en œuvre parce qu'il n'y a pas eu de révision constitutionnelle. Et par conséquent, les élections de 89 et de 95, les élections provinciales de 89 et de 95, contrairement à l'accord signé, se sont faites sur le corps électoral de droit commun. Mais en 1998, quand il a été annoncé dans la négociation, en accord avec le président Chirac, bien sûr, qu'il faudrait une révision constitutionnelle pour servir de fondement à toutes les particularités de l'accord de Nouméa, évidemment, les représentants du FLKS ont dit « mais alors, on va pouvoir maintenant appliquer ce principe de la restriction du corps électoral pour les élections provinciales », et l'autre partie n'a pas dit non, a dit « je m'étais engagé dans les accords de Matignon, ça n'a pas pu juridiquement être mis en œuvre, donc maintenant, mettons-le en œuvre ». Après, il y a eu, j'en dis un mot parce qu'on ne peut pas glisser dessus, la question de savoir si ce corps devait être glissant ou pas glissant. Il y avait dans le texte une référence au tableau annexe. Contrairement à ce que certains soutiennent, ça n'était pas une ambiguïté voulue par ma plume perverse. C'était un texte qui a eu plusieurs interprétations. Et ça n'était pas... Il y a souvent des textes qui ont plusieurs interprétations, tout le monde étant de bonne foi. On m'a dit qu'on pouvait avoir accès, maintenant, après 25 ans, aux délibérations du Conseil constitutionnel quand il a rendu sa décision de 1999 sur la loi organique mettant en œuvre l'accord de Nouméa, par laquelle il faisait une réserve et disait que le corps ne pouvait pas être glissant. En fait, on sait maintenant qu'il y a eu une espèce de négociation d'un ou deux membres du Conseil constitutionnel en direct avec les leaders sur place, etc. Donc le Conseil constitutionnel a rendu sa décision, puis il y a eu de nouveau des échanges, certains soutenant que le tableau annexe, c'était le tableau annexe dans son évolution, donc c'était glissant, et d'autres soutenaient que c'était le tableau annexe unique établi en 98, sur le même raisonnement que 88, toujours ce raisonnement du contrat social, voteront en 98 ceux qui étaient présents en 88 au moment des accords de Nouméa, et là, voteront pour les élections provinciales ceux qui étaient présents au moment de la signature de l'accord. Bon, la question a été tranchée, a failli être tranchée une première fois en 2000, et il a été en 2007. A failli être tranché en 2000 parce que, en accord avec le président de la République, Jacques Chirac, un projet de loi constitutionnelle avait été voté par les deux chambres, était inscrit à un congrès en 2000, début 2000. Il comportait 3 dispositions: la modification du Conseil supérieur de la magistrature, un texte constitutionnel pour la Polynésie française qui permettait certaines analogies avec ce qui était permis dans le statut de la Nouvelle-Calédonie. Et dans ce texte Polynésie française, il y avait un article concernant la Nouvelle-Calédonie qui rétablissait la version qui avait été considérée
par certains comme les intentions du gouvernement de ne pas faire glisser. Et en 2007, ce texte de 2000 ayant été enlevé de l'ordre du jour par le président Chirac, mais non pas à cause de la disposition sur la Nouvelle-Calédonie, à cause de la réforme du Conseil supérieur de la magistrature, dont il ne voulait plus, eh bien, on est revenu en 2007, après qu'au cours d'un voyage en 2003, sur place, le président Jacques Chirac ait consulté les différents partenaires sur l'interprétation qu'il y avait à donner. Alors après, sur cette consultation, il y a des avis différents. Moi, je n'y étais pas, donc je m'abstiens. Je voulais simplement dire quelle était, en tout cas, la séquence. Donc dans l'accord, il y a aussi, je termine sur l'accord, le transfert progressif des compétences non régaliennes de l'État au profit de la collectivité de la Nouvelle-Calédonie, au profit de la collectivité de la Nouvelle-Calédonie et pas des provinces, mais parce qu'on ne pouvait vraiment pas donner aux provinces des compétences aussi larges que, par exemple, le droit civil et le droit commercial, ou la sécurité aérienne, ou la sécurité civile. On ne peut pas imaginer d'avoir une sécurité civile différente en 3 provinces, et d'ailleurs beaucoup considèrent qu'il faudrait la rendre à l'État. Voilà. Donc c'est à la collectivité, ce qui a abouti en effet à ce que les provinces soient moins les titulaires des compétences transférées, mais restent les collectivités qui ont la compétence de droit commun. Puis il y a eu les 3 scrutins d'autodétermination donc, qui étaient prévus. Le premier en 2014 pouvait être déclenché à l'initiative du Congrès. Si ça n'était pas déclenché entre 2014 et 2018, c'était l'État. Et si la première donc ne modifiait pas le statu quo, eh bien, il y en avait une deuxième, il y en avait une troisième, à l'initiative d'un tiers des membres du Congrès, ceci est connu. Alors, cette répétition, elle a été évidemment beaucoup contestée maintenant, mais elle n'a pas du tout été un point difficile de la négociation. Il n'y a pas eu d'opposition là-dessus. Parce que, évidemment, chacun y voyait un avantage pour lui, mais encore une fois, les accords négociés sur les sujets difficiles, souvent, les partis n'en attendent pas la même chose. Donc, le FLNKS en attendait d'avoir 3 chances pour accéder à l'indépendance, et de l'autre côté, on l'a accepté parce qu'on considérait qu'après 3 scrutins, donc rejetant l'indépendance dans leur souhait, eh bien, il y aurait moins de contestation que s'il n'y en avait qu'un. Je rappelle que si Jacques Lafleur a demandé qu'on ne fasse pas le référendum de 98, mais qu'à la place on recherche un accord, c'était bien la crainte qu'un scrutin soit conflictuel, sans recours, et que donc on retombe sur un clivage violent. Alors, il y a eu quand même quelques tentatives avant 2018 pour essayer de préparer la suite et de trouver des zones d'accord au-delà, évidemment, du clivage fondamental indépendance-non-indépendance. Il y a eu notamment la mission d'écoute et de conseil sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie, à laquelle Jean-François Merle et moi avons participé, mais pas seulement, avec le concours de personnalités de toutes opinions, dont le conseiller outre-mer du président Sarkozy. Hein, donc, ça n'était pas purement une commission de gauche, si je peux dire. Il y a d'ailleurs de nombreuses convergences qui ont été actées. Et puis ensuite, il y a eu la mission d'un envoyé personnel du Premier ministre Édouard Philippe, M. François Senners, qui est maintenant membre du Conseil constitutionnel, qui, je crois, a bien travaillé, mais il y a eu des oppositions locales, parce qu'on se rapprochait des élections, qui n'ont pas permis à cette mission de porter tous ses fruits. Voilà. Alors, je liste, Monsieur le Président, juste quelques points de réponse à la question fondamentale. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant et comment on interprète les événements? Et bien sûr, c'est pour... j'y reviendrai en fonction des questions que vous poserez, Monsieur le Président, ainsi que Mesdames et Messieurs les députés. D'abord, les 3 consultations ont eu des résultats différents de ceux que beaucoup prévoyaient. Moi, j'avais vu des enquêtes et disant, ben voilà, il va y avoir 2 tiers contre l'indépendance. Bon. Ça n'a pas été le cas au premier, l'écart s'est resserré au deuxième, et le troisième, je ne reviens pas là encore sur ce qui s'est passé, les différents points de vue, on les connaît, mais le troisième a eu lieu sans la participation des indépendantistes qui en ont contesté la date,
après l'avoir d'abord accepté, mais en considération de ce qu'il y avait eu une forte épidémie de Covid qui n'a complètement cessé qu'un mois avant le scrutin. Après, je voudrais dire que les discussions qui ont eu lieu après les référendums avec de vos gouvernements, enfin, puis ont sérieusement été engagées, je crois, puis relayées par des discussions entre les élus locaux, représentatifs des différentes tendances. Il y a eu des avancées, mais elles n'ont pas abouti, voilà, pour l'instant. Après, sur la question sensible de l'ouverture du corps électoral, bloquée donc depuis 1998, je voudrais dire ceci, mais je le dis évidemment devant les deux députés de Nouvelle-Calédonie qui connaissent mieux cette situation et les différents points de vue que je ne pourrais le faire. Donc je crois qu'on peut dire que le mouvement indépendantiste, au moins dans sa majorité, avait accepté le principe d'un dégel partiel du corps électoral pour les élections provinciales, parce qu'évidemment, il n'y avait plus l'horizon des référendums, puis ça commençait à faire longtemps, n'est-ce pas, un quart de siècle sans droit de voter, mais à la condition qu'il y ait un accord général. Donc, l'accord était difficile à obtenir, et il y a eu le vote d'une loi constitutionnelle par les deux chambres qui pouvait aboutir à la révision au Congrès de Versailles, et donc à ce que la loi constitutionnelle soit votée sans l'accord global. Alors que le Sénat avait pris des précautions qui ont été reprises par l'Assemblée nationale, allant jusqu'à faire inscrire que, ce qui est juridiquement original, mais il faut être original sur la Nouvelle-Calédonie, sinon on n'y arrivera pas, que la loi constitutionnelle, même votée, aurait pu devenir caduque si un accord était intervenu avant les élections, même 10 jours avant. Ouais, bon, donc. Mais évidemment, ce n'était pas facile à expliquer à des bases, hein, et c'est pas ça qui a été vu, voilà, sur un sujet sensible. Après, je me jette à l'eau, mais là encore avec plus de réticence parce que je n'étais pas sur place. Bon, il y a une juridiction métropolitaine maintenant, après la décision de la Cour de cassation de dépayser, qui va dire la responsabilité des uns et des autres. Moi, je ne évidemment pas me prononcer là-dessus, j'ai aucun élément. Je crois que ce qu'on peut dire, parce que beaucoup de personnes me l'ont dit, qui n'étaient pas toutes indépendantistes, qu'il y a eu une révolte d'une bonne partie de la jeunesse kanak dans de fortes proportions, qu'on ne peut pas réduire les manifestants à des pillards incultes, qu'il y a eu des jeunes formés ou en formation, et même, m'a dit une responsable non indépendantiste de la communauté wallisienne, un certain nombre de Wallisiens et Futuniens qui ont participé à ces violences. Donc l'analyse est compliquée, elle n'est pas complètement faite. Il y a eu des causes sociales, c'est très clair. C'est peut-être une lacune des accords de Matignon et Nouméa qui, par le système 400 cadres et cadres à venir, ont permis à une élite kanak d'émerger. Ça, c'est vrai. Il y a maintenant des médecins, des pilotes d'avion, des avocats, etc. Mais pour autant, beaucoup de jeunes déscolarisés, en échec scolaire, on pourrait dire des choses sur le système scolaire, malgré tous les efforts qui sont faits, sont restés sur le bord du chemin, dans des squats de Nouméa, et voient passer les voitures sans espoir particulier d'en avoir une. Après, réduire à des causes sociales serait aussi une erreur d'analyse, je crois. Il me semble que le sentiment identitaire est la cause première. Faut-il rappeler que le mouvement indépendantiste kanak est un mouvement nationaliste, et la République en a une expérience quand même, ce qui ne veut pas dire que les solutions doivent être copiées d'autres dans un État qui est, dans une société qui est pluriethnique. Mais enfin, on entend souvent dire, par exemple, mais ils sont minoritaires, les aborigènes aussi sont minoritaires, ils ne sont pas indépendants, mais l'Australie est indépendante. Voilà. Bon, donc l'équation est complexe. Et au fond, ce qui est grave dans la situation actuelle, c'est que presque tout le monde se sent en état de légitime défense. Les uns, parce qu'ils pensent que les violences destructrices ont contesté leur légitimité à vivre et travailler en Nouvelle-Calédonie, contrairement à ce que dit le préambule, et les autres parce qu'ils considèrent qu'ils ont été victimes d'une submersion migratoire et qui craignent qu'elle ne s'aggrave, même si pour le moment, c'est plutôt le mouvement inverse. Les discussions sont donc plus difficiles que celles qui auraient eu lieu avant les troubles, ça c'est très clair. Je me lance aussi devant monsieur le député de Chibaou en disant qu'il
il n'y a pas d'unanimité indépendantiste sur l'usage de la violence, mais qu'il y aura toujours solidarité. Et qu'en tout cas, c'est ma conclusion à ce stade, sans horizon de pleine souveraineté, mais pas un horizon qui se déplace au fur et à mesure qu'on s'en rapproche, sans horizon de pleine souveraineté, ça ne fonctionnera pas avec la jeunesse kanak. Et les jeunes qui ont 20 ans aujourd'hui, ils n'attendront pas 2 générations, c'est-à-dire d'avoir 70 ans, pour voir une forme d'indépendance mettre fin à la prise de possession. Maintenant, quelle forme, quel rapport avec la République, quel droit des minorités ou des différentes communautés à protéger, ben, c'est l'équation actuelle des discussions en cours. Merci, Monsieur le Président. Merci, messieurs, madame, monsieur Christina. Donc, dans les inscrits qui s'étaient déjà proposés, donc il y a monsieur Lachaud. Est-ce qu'il y a d'autres collègues qui souhaitent... Donc, le collègue Lachaud d'abord, ensuite le collègue Mesdorf, le collègue Djibaou. Non, c'est bon pour l'instant? Ok, donc pour l'instant, on a ces 3 noms là. Donc, collègue Lachaud, tu as la parole. Merci beaucoup, Président. Merci à vous deux, tant pour votre œuvre que pour cette présentation. Moi, j'aurais 2 questions. L'une à chacun d'entre vous, Monsieur Merle. Dans les accords de Matignon, il y a la question de l'amnistie, de tous les faits en fait, qui se sont passés pendant les événements des années 80. Est-ce que vous pourriez revenir pour nous sur la manière dont cette amnistie s'est retrouvée dans les accords de Matignon et en quoi c'était un élément important, peut-être essentiel, pour que ces accords puissent voir le jour. Et deuxième question pour M. Krisnart sur les accords de Nouméa. Beaucoup nous ont dit que les accords de Nouméa étaient terminés, n'existaient plus, n'étaient plus valables à l'issue des 3 référendums. Quelle est votre vision des choses là-dessus? À mon sens, à la lecture, il me semble qu'ils perdurent jusqu'à ce qu'autre chose existe. Mais quelle est votre lecture des choses sur ce point? Je vous remercie. Monsieur Merle, ensuite Monsieur Christina. Ouvrez votre micro. Oui, monsieur le député, la question de l'amnistie était en effet tout à fait essentielle dans la discussion des accords de Matignon et lors de la discussion des accords Oudinot ensuite. En fait, les choses... alors, pourquoi est-ce que c'était essentiel? D'abord parce que il y avait eu tout le traumatisme d'Ouvéa du côté indépendantiste et aussi du côté de la gendarmerie. Jean-Marie Tjibaou pensait qu'il était tout à fait essentiel vis-à-vis des populations d'Ouvéa que ce qui s'était passé et qui avait dérapé lors de l'attaque de la gendarmerie de Payaoué puisse trouver une issue positive. Et par ailleurs, Jacques Lafleur avait bien conscience que les exactions d'un certain nombre de membres des forces armées au moment de la libération des otages de la grotte d'Ouvéa étaient telles que l'amnistie serait aussi une protection pour eux. Donc il n'y a pas eu de difficulté sur le principe. Là où il y a eu discussion, c'est sur le champ de l'amnistie. Il avait été prévu au moment des accords Oudinot et donc de la loi référendaire qui l'a traduite sur le plan juridique, que cette amnistie ne concernerait pas les crimes d'assassinat ou de meurtre.
Mais dans la négociation des accords Oudinot, il avait été prévu et admis par tous que l'État se réservait, le gouvernement se réservait la possibilité, si au bout d'un an, le calme était entièrement revenu sur le territoire et que les choses étaient pacifiées, d'avoir une amnistie totale. C'est d'ailleurs ce qui a été fait en 2 temps. Et lorsque est intervenu le vote de la loi d'amnistie complète, c'est-à-dire en 1990, Jacques Lafleur, qui était député à l'époque, malgré l'opposition de son groupe à cette mesure, s'est abstenu dans le vote en considérant qu'il avait donné son accord à ce que l'État puisse aller jusque-là. Donc voilà les éléments sur la portée et le contexte de cette amnistie. Il y avait des 2 côtés, et j'ajoute que pour que les choses soient dites de manière tout à fait complète, que la rédaction du texte d'amnistie permettait aussi, et je pense que ce n'était pas complètement indifférent dans l'esprit de certains négociateurs, d'effacer certains crimes et délits économiques qui avaient pu être commis pendant la période dite des événements. Voilà ce que je peux répondre à votre question sur le processus d'amnistie, Monsieur le député. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le député, donc je réponds sur ce point. Il me semble que ce qui était... excusez-moi, là j'ai un légère... Est-ce que vous pourriez la répéter précisément? Excusez-moi, je sais pas... Oui, je vous en prie. Non, en fait, est-ce qu'aujourd'hui, alors que les 3 référendums se sont passés, quel que soit le résultat des référendums, les accords de Nouméa existent et donc peuvent s'appliquer tant qu'une nouvelle accord jusqu'à ce qu'un nouvel accord advienne, ou alors est-ce que les accords n'existent plus et qu'il y a urgence à trouver une alternative? Je vous prie de m'excuser. Donc, il y a, comme vous savez, un avis du Conseil d'État du 7 décembre 2023 qui a 10 pages et qui donc donne une réponse nuancée, évidemment, à votre question qui est essentielle. Donc, il y a au point 11 l'indication que le processus défini par l'accord de Nouméa est achevé. Bon. Ça veut dire une chose précise, c'est qu'il y a eu donc les 3 référendums. Ça veut dire par exemple qu'il ne peut pas y en avoir un autre sur ce fondement constitutionnel. Il peut y en avoir un autre sur le fondement de l'article normal de la Constitution. Il peut y avoir un nouveau référendum sur le fondement, avec un corps électoral à définir, d'une nouvelle loi constitutionnelle, mais pas sur ce fondement. Ça veut dire aussi qu'il y a la nécessité de préparer autre chose. Parce que, évidemment, l'accord de Nouméa n'était pas éternel, et donc, à la longue, il faudra imaginer d'autres solutions et éventuellement s'en inspirant. Sur la question du corps électoral, notamment, le Conseil d'État rappelle que, en tout cas, un texte constitutionnel ne disparaît pas par l'usure du temps, surtout aussi court. Bon, il y a eu des exemples de textes qui disparaissaient puisqu'il n'en était plus fait usage depuis longtemps, mais là, ça n'est pas le cas. Et donc, le Conseil d'État dit que il faut, si on modifie le régime électoral, il faut
abroger ou modifier l'article 77 de la Constitution. Mais il dit aussi que, évidemment, cette restriction du corps électoral, peu à peu, avec un corps figé, elle va aboutir à des absurdités, voilà, et que le corps électoral lui-même va, à l'infini, comme disent les mathématiciens, ne plus comporter personne. Et donc il dit que la loi organique peut modifier peu à peu, le temps étant passé, certaines dispositions que les constituants et les signataires de l'accord de Nouméa n'auraient pas voulu, enfin c'est une citation qu'ils n'auraient pas voulu, qui aboutirait à un blocage. Et je cite notamment ceci, que pour prendre en compte les évolutions démographiques, il serait possible par la loi organique de modifier des dispositions qui apparaîtraient strictement indispensables, de modifier, comme celle évoquée devant le Conseil d'État visant à inclure dans le corps électoral les descendants et non les seuls enfants des électeurs mentionnés au 1 de l'article 188 de la loi organique, cité au point 5. Alors, je réponds à la question de M. le Président, là, sur enfants descendants. En effet, les autres textes de 88 parlaient des descendants. Bon. Et là, on a... le texte parle des enfants. Bon. Donc, alors, ce texte a passé beaucoup de filtres, hein, je veux dire, le Conseil d'État, les commissions parlementaires, etc. Je pense au fond que, j'ai plus de souvenirs là-dessus, mais je pense que quand on a écrit enfant au lieu de descendant, c'est en effet parce qu'on considérait qu'avec le temps assez court, hein, de ces 20 ans plus quelque chose, ben la situation ne se produirait pas, où on aurait encore franchi une génération et où la question pourrait se poser pour les descendants. Mais enfin, si je peux aller jusqu'à dire que c'est un peu un bug quand même de rédaction et que je pense qu'il aurait mieux valu écrire les descendants. Voilà. Merci, M. Krishna. Donc, la parole est au collègue Mesdorf. Merci, Monsieur le Président. Je n'ai pas de questions. J'ai juste une remarque d'ordre général. Lorsque j'ai été nommé rapporteur sur la révision constitutionnelle visant à réouvrir le corps électoral, j'ai mené pas mal d'auditions. Et notamment d'anciens premiers ministres socialistes, comme M. Krishna Temer. Il m'a été avoué dans les échanges que l'imaginaire et la pensée à l'époque de rédaction de ces accords étaient in fine, quel que soit finalement le choix démocratique des Calédoniens, d'amener la Nouvelle-Calédonie à ce qu'on appelle la pleine souveraineté, à l'indépendance. Et je voudrais remercier M. Krishna parce qu'il l'a confirmé. Il l'a confirmé, il a commencé son propos sur l'accord de Nouméa comme ça, en disant que c'était un accord qui devait mener à la pleine souveraineté. Et il le finit comme ça, en disant que tout accord qui empêcherait la Nouvelle-Calédonie d'amener son peuple à la pleine souveraineté ne pourrait pas être un accord de paix. On voit bien là, depuis le début, le parti pris de l'État et des rédacteurs des accords de Matignon et de Nouméa. À aucun moment dans l'exposé qu'on vient d'avoir, il a été mentionné la légitimité démocratique des Calédoniens. Et l'accord de Nouméa est au mieux ambigu, au pire orienté. On voit que la volonté politique était là depuis le début. Quand on transfère les compétences, ça pouvait être un accord, il n'y a pas de problème. Quand on revient sur un corps électoral, parce que M. Krishna a été très prudent, il a parlé de restriction du corps électoral. Oui, mais à la fin, le choix politique s'est porté sur le gel du corps électoral. Et la fin de l'accord de Nouméa démontre aussi tout le parti pris de l'État à ce moment-là. On vote une fois, oui, le résultat est clair, c'est l'indépendance. On transfère les compétences régaliennes. On vote
Une fois non, il faut recommencer. On vote encore une fois non, il faut encore recommencer. Et si on vote encore une fois non, donc 3 fois, il faut se réunir pour examiner la situation ainsi créée. C'est-à-dire qu'en cas de oui, le résultat est clair, c'est l'indépendance. En cas de non, il faut voir. Donc, je pense que, et vraiment sans subjectivité, je pense que le calcul était de dire, à la fin de l'ensemble du processus, les Calédoniens choisiront la pleine souveraineté. Et là où je rejoins M. Chrisnard, c'est quand il dit les résultats des référendums n'ont pas donné les résultats escomptés. Oui. Parce que personne n'avait imaginé au bout du compte, avec des transferts de compétences, avec un gel du corps électoral et avec une mécanique référendaire infernale, que les Calédoniens allaient choisir la France. Et c'est là où, en fait, il y a quelque part une forme de mensonge d'État. Et je suis très désolé, en fait, qu'on fasse parler les morts. On a fait beaucoup parler Jacques Lafleur. Vous avez tous mentionné Jacques Lafleur. Pour dire que Jacques Lafleur avait accepté le transfert des compétences, qu'il avait accepté le gel du corps électoral, qu'il avait accepté les 3 référendums, et que finalement, les 3 référendums, ça avait été une broutille. Mais nous, les vivants de l'accord de Nouméa qui sont encore là, Pierre Frogier, Harold Martin, ce n'est pas ce qu'ils disent. Et ce qui est terrible, Monsieur le Président de la délégation, et c'est ça que vous l'entendiez, parce que je parle à un député, à un homme politique, ce n'est pas ce qui a été expliqué à la population. Ou en tout cas à ceux qui ont voté non, ceux qui ont voté les accords de Matignon, ceux qui ont voté les accords de Nouméa, et ceux qui sont allés pour aller voter non aux 3 référendums, se sont jamais dit qu'à la fin, ça devrait être la pleine émancipation quand même. On leur a toujours dit, on leur a toujours expliqué, documents à l'appui lors des campagnes pour faire voter le référendum sur l'accord de Nouméa, qu'à la fin, on choisissait soit l'indépendance, soit la France. Donc, cette ambiguïté, elle a amené à l'incompréhension, au fait que depuis 2021, il ne peut pas y avoir d'accord parce que personne n'a compris la même chose. Qu'on a été obligé, parce qu'il y avait des élections provinciales de prévues, de faire le dégel du corps électoral. Et qu'aujourd'hui, on est dans une situation inextricable. Donc, je finirai par dire qu'on est en ce moment en train de négocier avec l'exécutif, avec M. Valls, et que nous, notre préoccupation première, ça soit que ceux qui se sont exprimés pour choisir la France, à une époque où ce n'est pas évident de choisir la France, soient respectés dans leur choix, et surtout qu'on n'ait plus d'ambiguïté, que l'accord qui soit signé soit quelque chose de très clair, où chacun puisse bien comprendre ce que l'État veut et ce que les partenaires ont décidé. Voilà. Comme je disais, moi, je n'ai pas de questions à M. Chrisnard et M. Merle. Ces messieurs, aujourd'hui, avec tout le respect que je leur dois au vu de leur carrière, et ce sont des serviteurs de l'État, bien évidemment, je dois vous le dire, ne sont pas considérés comme des personnes objectives et comme des experts de la Nouvelle-Calédonie par les Calédoniens, mais comme des personnes représentant un camp et un objectif politique très clair. Voilà. Donc j'aurais aimé, on en a discuté, qu'on puisse entendre aussi d'autres avis juridiques et d'experts en droit constitutionnel sur la question néo-calédonienne. Il n'y a pas de souci, je comprends les problématiques d'un JADA, mais c'était important pour moi de préciser ça. Voilà. Je vous remercie et je vous laisse. Alors, juste avant que tu t'en ailles, collègue Mensdorf, sur la question de l'audition de M. Merle et M. Chrisnard, non, mais juste pour qu'on soit clair dessus, il n'y a aucune volonté, en tout cas, et l'échange qu'on a pu avoir, de ne pas auditionner autres. Donc, c'était dans le moment imparti qui était celui-ci. Mais rassure-toi que d'autres personnes, telles que celles que vous aurez pu proposer, seront auditionnées sans aucun souci là-dessus. Donc, je voulais... Alors, M. Chrisnard aimerait réagir avant que le collègue Djibao puisse prendre la parole. Je ne vais pas réagir dès lors que M. Mensdorf est parti. Juste d'une phrase. La démocratie, elle est dans le fait qu'il ne peut pas y avoir d'indépendance ou de pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie sans un vote démocratique. C'est ça.
Après, depuis les accords de Matignon, on a trouvé un compromis. Il faut voir la situation en 88. Hein. Donc, ou bien il y avait un accord, ou bien il n'y avait pas d'accord. L'accord, il s'est fait sur le point suivant. Nous reconnaissons la revendication de pleine souveraineté, mais il y a un corps électoral qui doit la décider. Même chose en 98. Il y a cet horizon de pleine souveraineté, non pas à la fin de l'accord de Nouméa, mais cet horizon de pleine souveraineté. On construit quelque chose et, bien sûr, il faut un vote et il faut 3 votes. Ces votes, en particulier le mécanisme qui est que après un premier vote, si ça n'est pas la pleine souveraineté, on en fait un second ou un troisième. Alors là, c'est extrêmement clair dans l'accord et ça a été totalement approuvé et signé par M. Lafleur et sa délégation. Voilà. Donc, après, il pouvait ne pas y avoir d'accord en 88. Hein. D'ailleurs, les accords de Matignon ont été rejetés en province sud. Voilà. Hein, il faut bien le dire. On est passé de justesse. Enfin, quand on fait l'analyse des votes en Nouvelle-Calédonie du référendum national. Voilà. Et donc, la seule ambiguïté dont je redis qu'elle était involontaire, parce qu'il y avait plusieurs interprétations, c'était celle du glissement du corps électoral, ou non, qui a été tranché par le président de la République, par le Congrès de Versailles, les 2 chambres, etc. Bon, voilà. Mais sur tout le reste, tout était parfaitement affiché, et le fait qu'un horizon partagé était la pleine souveraineté, ce qui ne veut pas dire la rupture, ce qui ne veut pas dire le peuple kanak seul légitime à constituer une citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie. Je m'étonne tout de même, Monsieur le Président, que publiquement cette analyse quand même très critique soit faite et que le député qui l'a fait n'entende pas la réponse. Enfin, je trouve que ça limite le dialogue. C'est entendu, M. Krishna. Le collègue Dubaou, il a la parole. Bon, moi, je vais juste déjà remercier la délégation d'Outre-mer de porter au débat et puis d'éclairer surtout les débats aussi pour nos compatriotes ultramarins et puis je pense aussi au pays parce qu'il y a aujourd'hui des prises de parole publiques sur les réseaux qui, on va dire, je ne veux pas dire sans limite révisionniste, mais nous, on a appris le français à l'école. On parle chacun nos langues kanak. Et bon, les accords, là, ils ont été signés, ils ont été écrits en français. Si on a une interprétation aux mots qui sont écrits en français, pour nous, on a fait le travail lorsque les accords ils ont été validés en 88 et en 98. Donc c'est là aussi où c'est important d'éclairer le débat, aussi au regard du droit international, dans la mesure où c'est cette perspective-là qui a été amorcée et engagée avec l'État français. Quand bien même on n'a pas eu les 3 votes favorables à l'accès à la pleine souveraineté, c'est ce qui est inscrit au cœur même de l'accord. Que les partenaires examinent la situation créée et accompagnent sur la trajectoire de pleine émancipation. C'est un accord de décolonisation. De fait, il est inégal, puisqu'il corrige une situation qui était celle de prise de possession unilatérale. Donc, acter de fait que c'est un accord de décolonisation, c'est reconnaître qu'il y a eu colonisation. Et c'est l'enjeu même de la négociation qui est reposé au cœur du débat aujourd'hui, avec la démarche engagée avec le gouvernement Bayrou et le ministre Valls. Donc je pense que c'est important de partager et puis surtout d'ouvrir des espaces dans lesquels, de la même manière qu'on a innové, je crois que la Nouvelle-Calédonie est
je ne sais pas s'il y en a des médailles à décerner, mais en termes de révision constitutionnelle, voilà, on a battu tous les records et c'est ce qui fait preuve aussi de l'ingéniosité, de la créativité pour accompagner le processus de décolonisation. C'est là où on remet en question aujourd'hui au débat et je pense que c'est important vis-à-vis non seulement de la situation calédonienne, mais aussi de la relation que chacun des États chacun de nos pays ultramarins ont avec, comme rapport à redéfinir avec le continent. On s'avance, on bute, on meurt, on est confronté aussi à l'incompréhension. Moi, je comprends la peur que peuvent partager nos compatriotes. On comprend aussi le racisme, on comprend la haine. Aujourd'hui, on est menacé de mort, M. Mesdorf, moi. Mais on est résolu à avancer, parce que c'est l'héritage que les vieux nous ont laissé. On n'a pas l'intention de se sauver de notre pays parce qu'on n'est pas capable de trouver un accord. Donc c'est là où on remercie l'initiative portée par la délégation et je pense que c'est faire preuve de maturité que de aussi avoir un esprit critique. Parce que ce qui s'est passé le 13 mai, c'est pour la représentation nationale aussi un échec. Parce qu'on a pris parti, nous aussi, sur un choix qui était celui, en tout cas une orientation, une déclinaison qui a entraîné la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Donc c'est une résolution qui est certaine, c'est une résolution qui nous amène peut-être à prendre de la hauteur, beaucoup de hauteur, et puis à faire face aux défis qui sont aujourd'hui de la paix sociale, de l'ordre civil, de la réconciliation. En 88, on était exactement dans la même situation et on a, grâce à l'accompagnement de l'État, grâce à la prise de responsabilité de nos leaders politiques, pu cheminer sur un accord qui nous a amené là où on est aujourd'hui. Donc c'est intéressant. Nous, on s'engage pour la pleine souveraineté parce quand on a été colonisé, on n'aspire qu'à une chose, recouvrer la liberté. Et c'est un idéal que porte la France aussi, c'est un idéal que porte M. Mesdorf aussi. Donc voilà, j'espère qu'on va cheminer et puis de toute façon à nous d'innover, de créer quelque chose qui nous ressemble. Voilà, merci à la délégation. Merci collègue Djibaou. Le collègue Califère prend la parole. Oui, merci Monsieur le Président. Et merci aux deux conseillers de nous nourrir de cette histoire avec précision, étant acteurs à ce moment-là. Je ne sais pas si vous étiez des acteurs objectifs ou pas, ou orientés. En tout cas, vous voyez que c'est après des décennies, la tension est toujours aussi forte. Est-ce que ces deux accords ont été, comment dirais-je, des éléments de solution? Et après ces deux accords-là, quelle serait la solution? Sommes-nous sur un échec de ces deux accords-là? Et quelle serait la solution? Surtout pour qu'on évite non seulement les décisions du 13 mai, qui étaient des décisions qu'on avait quand même, on avait dit à l'époque de ne pas y aller, quoi. Ça allait être quelque chose de compliqué, de difficile. Mais la représentation nationale, particulièrement les ultramarins, qui partagent un peu la même histoire, qui n'est pas la même histoire que la Nouvelle-Calédonie, on s'entend bien sûr, avaient alerté qu'il fallait prendre le chemin de la solution, le chemin de la négociation. Quelle serait selon vous, sans préempter, disons, de la décision des parties concernées, des protagonistes même, des acteurs même de la Nouvelle-Calédonie, quel serait le chemin à prendre après ces deux accords qui avaient permis d'avancer quand même, je pense. Permis d'avancer, mais on se trouve devant un dilemme là maintenant. Des référendums qui ont constaté un échec, parce qu'on n'est pas parvenu à, disons, peut-être au résultat qui était escompté. C'est normal, quand on signe des accords, il faut qu'on esquisse quand même ce qui pourrait être la solution finale. Est-ce qu'il y a de la place encore pour la pédagogie?
Est-ce qu'il y a encore de la place pour 20 ans encore de référendum, disons, glissant? Ou bien est-ce que le moment est venu, peut-être pour nous, pour la Nouvelle-Calédonie, non seulement de trouver un accord interne, mais aussi partager, disons, une responsabilité avec le national, peut-être? Si la pleine souveraineté ne serait pas la solution pour certains. Enfin, la Nouvelle-Calédonie se trouve dans un titre particulier de la Constitution, c'est bien ça. Donc peut-être il y a des choses, il y a un chemin à trouver, mais dans l'apaisement, comme disait le collègue Tjibaou, dans le respect, on va dire, de moi, je suis pour... on va parler de peuple premier quand même, c'est pas la même chose que la Martinique, la Guadeloupe, mais enfin il y a un peuple qui est là avec, disons, son histoire, sa culture. Il y a lieu de regarder sans minorer ceux et celles qui vivent là. Et c'est vrai, vous avez raison, il y a eu, disons, quelques difficultés d'appréhension sur les enfants ou les descendants. Et ça crée débat. Merci, collègue Califère. Est-ce que M. Merle ou M. Christin, premier, comme vous voulez? Peut-être dire un mot sur la question qui vient d'être posée. Incontestablement, il y a eu un certain nombre de choses que les accords ont réussi et d'autres qui ont moins bien marché pour toute une série de raisons. Alain Chrisnard l'a évoqué, il y a sans doute eu une attention insuffisante qui a été portée à la problématique de réduction des inégalités, à la situation d'une partie de la jeunesse qui se trouvait en déshérence, en perte. Mais là aussi, qui porte cette responsabilité? À partir du moment où la Nouvelle-Calédonie disposait depuis 1998 de compétences élargies en matière économique et sociale, est-ce qu'il faut uniquement montrer du doigt l'État ou le processus engagé par les accords, ou est-ce qu'il ne faut pas aussi regarder le refus d'un certain nombre de réformes ou d'un certain nombre de corrections des injustices et d'inégalités? Et pour revenir sur les propos de monsieur le député Metzdorf, je suis quand même un peu étonné d'une lecture de l'histoire qui ferait des négociateurs de 1988 et de 1998 des gens un peu limités qui se sont fait manipuler par un État pervers et nourrissant de mauvaises pensées. Je peux vous dire que pour avoir participé de près aux discussions de 1988, que Jacques Lafleur était tout sauf quelqu'un qui se laissait manipuler. Donc, je ne peux pas souscrire à cette lecture. Il y a eu des différences d'interprétation, ça c'est inévitable, mais il n'y avait pas d'intention dissimulée. Alors, quelles sont les perspectives? Moi, je crois que la question qui est posée depuis le début, elle est double. Elle est qui est calédonien? Et cette question a été en partie tranchée en 1988 lorsqu'a été admise la légitimité de tous ceux qui étaient présents sur le territoire à cette date, ainsi qu'à leurs descendants. Mais la question se pose pour ceux qui sont arrivés après. Et dans quelles conditions la collectivité calédonienne est-elle prête à les accepter? Ça, c'est une question qui existe depuis le départ et que seuls les Calédoniens peuvent trancher. Personne ne pourra le faire à leur place. Et puis la deuxième question qui est
de nature qui concerne, elle, l'ensemble de l'État et de la République, c'est quelle est la nature des liens avec la France. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes avec une collectivité qui a une autonomie extrêmement poussée. Certains évoquent des perspectives d'États fédérés, d'États associés, d'États d'indépendance avec partenariat, etc. Il y a de toute façon dans les pays du Pacifique, dans les États insulaires du Pacifique, comme dans le droit international, suffisamment d'exemples variés qui peuvent inspirer les uns ou les autres, et on peut aussi imaginer des choses qui n'ont pas été expérimentées ailleurs, faire preuve, comme le disait le député de Chibaou, continuer à faire preuve d'imagination et d'inventivité. Donc je crois que c'est ces deux questions-là auxquelles il faut essayer de répondre et accepter en plus l'idée qu'on ne fera mûrir ces questions, mûrir les réponses qu'avec le temps. Et ne pas prendre le temps comme un obstacle, mais le prendre comme une façon d'accompagner un mouvement à partir du moment où on dessine clairement le chemin que l'on veut suivre. Merci, Monsieur le maire. Monsieur Christina. Oui. Oui, c'est difficile de se lancer dans l'esquisse d'une solution alors que les négociations sont en cours entre les parties. Hein, et voilà. Mais moi, je fais part de convictions, si vous voulez. Bon. Au fond, les deux accords ont repoussé la question la plus difficile. On est bien d'accord. C'est-à-dire qu'en 88, on ne pouvait pas trancher indépendance ou non-indépendance, donc on a répondu à toutes les autres questions. On a fait des réformes, on a dit ça serait bien qu'il y a eu le premier bachelier Kanak en 62, ça serait bien qu'il y ait des ingénieurs et des professeurs. On a résolu les choses autour. Bon. Et puis on a donné des responsabilités avec les provinces. En 98, on a encore repoussé le problème. On a dit, on va faire le référendum, mais on va en faire 3 d'ailleurs, mais dans 20 ans. Quoi, hein. Il y a d'ailleurs quelque chose qui est révélateur, c'est qu'il était possible aux élus locaux de déclencher le premier référendum en 2014 et ils ne l'ont pas fait. Voilà, il y a toujours une difficulté à faire ce saut qui est nécessairement quelque chose de clivant. Alors après, si on rend la question complètement binaire, évidemment, on ne la résoudra pas. Hein. Parce qu'au fond, maintenant, on est aux deux extrêmes, si vous voulez, l'indépendance jamais et l'indépendance tout de suite. Bon, ça ne marchera pas. Enfin, ne serait-ce que parce que, encore une fois, je le dis, et c'est ça qui est démocratique, il n'y aura pas de pleine souveraineté sans un vote. Voilà, sans un vote. D'ailleurs, comment construire quelque chose en pleine souveraineté ou pas, si on n'a pas demandé aux populations qui vont le vivre ce qu'ils veulent. Bon. Après, on a dit encore que c'était une ambiguïté, mais moi je trouve que c'était plutôt la voie de la solution. On dit dans le préambule, au terme de 20 ans, le transfert à la Nouvelle-Calédonie des compétences régaliennes, l'accès à un statut international de pleine responsabilité et l'organisation de la citoyenneté en nationalité seront proposés au vote des populations. Le transfert à la Nouvelle-Calédonie des compétences régaliennes, il y en a quand même déjà plusieurs qui sont partagés. Hein. Il y a des pays dans lesquels la justice nationale est contrôlée au niveau de la cassation par un autre État. Hein, c'est ce qui se passe dans le Commonwealth avec le comité judiciaire de la Chambre des Lords, qui est la Cour de cassation de plusieurs États indépendants. Ça, c'est une compétence régalienne, en quelque sorte partagée. Et après, la citoyenneté, elle a déjà beaucoup de contenu. Il faudrait lui en donner une autre, évidemment, un autre contenu que la seule exclusion de certaines élections et la priorité à l'emploi territorial. Il faudrait la construire. Parce que
si, au fond, les 2 premiers accords ont été signés en pleine connaissance de cause, et encore une fois par Jacques Lafleur, qui n'était pas un homme particulièrement faible et influençable, et je n'évoquerai pas l'autre signataire par respect devant son fils, c'est bien parce que ils avaient conscience qu'on allait quelque part, voilà, que quelque chose pouvait se construire ensemble. Et je ne connais en Nouvelle-Calédonie que des indépendantistes et des autonomistes. Hein. Et ça permet de construire des choses ensemble jusqu'à un certain point. Et le regretté Jean Lec, longtemps maire de Nouméa et homme de consensus, m'avait rappelé, enfin moi j'étais adolescent quand ça s'était passé, donc je ne le savais pas, mais que en 1958, quand en Nouvelle-Calédonie on avait consulté non pas le peuple, mais l'Assemblée locale, comme on avait consulté tous les territoires d'outre-mer de la République, alors, pour leur dire, leur demander est-ce que vous voulez être indépendant, est-ce que vous voulez le statut d'autonomie qui était le statut de fer de 1956, ou est-ce que vous voulez être département? Bon, ben, il y a eu une hésitation de la part de la majorité d'alors, qui n'était pas du tout indépendantiste. Il y a eu une hésitation de la part de certains entre département et statut de fer. Et le choix s'est fait pour le statut de fer, parce que département, c'était une assimilation, c'était les impôts nationaux, toutes choses dont on ne voulait pas. Et donc ça, c'est un point de convergence, si j'ose dire. Et après, on a retrouvé toujours cette évolution, cette opposition à l'État. Enfin, quel est le dernier événement dans le territoire? Quand on explique ça à des métropolitains qui ne connaissent pas le contexte, on leur dit, mais comment... oui, le gouvernement de M. Mapou, dirigé par un indépendantiste, il a sauté, il s'est fait remplacer. Alors, alors d'abord, ce gouvernement, il avait été qualifié d'illégitime parce qu'il ne pouvait pas y avoir un gouvernement dirigé par un indépendantiste alors qu'il y avait eu 3 référendums contre l'indépendance. Sauf qu'il avait été élu par une majorité où il y avait des gens qui n'étaient pas indépendantistes, l'éveil océanien, qui avait voté 3 fois contre l'indépendance au référendum. Bon. Et puis alors après, pourquoi a-t-il été renversé? Il a été renversé, au fond, parce qu'il défendait la politique du gouvernement national sur emprunt versus subvention. Donc, il faut dire ça quand même. Hein. Il faut dire... moi, je ne prends pas position. Hein. Ceux qui l'ont renversé disent qu'il ne fallait pas trop endetter les générations futures. Je ne me prononce pas là-dessus. Mais un gouvernement dirigé par un indépendantiste suit trop les orientations du gouvernement national. Et voilà. Bon. Donc, ça prouve qu'il y a des marges de manœuvre. Voilà. Il y a des marges pour dire avançons dans une souveraineté supplémentaire qui confirme que le peuple kanak est central mais pas exclusif, qui prend des dispositions pour qu'on puisse avoir une citoyenneté construite, qui écarte ce risque de submersion supplémentaire démographique qui est la crainte viscérale des Kanaks, hein, et qui revient toujours avec la même expression « on ne veut pas finir comme les aborigènes ». Moi, j'ai entendu ça en 80 et je l'entends encore maintenant avec les mêmes mots. Bon. Et sur la souveraineté internationale, il y a plein de manières de le faire. Bon. Ce qu'il y a, c'est que, en fait, ce qui empêche de construire, ce sont les craintes. Voilà. Chacun a ses craintes et au lieu de faire la liste des espoirs et de voir si on peut les concilier, on a la liste des craintes qui bloquent. Voilà. Donc, au gouvernement national qui s'y emploie de chercher à débloquer la situation. Merci, M. Krishna. Collègue Bellet, après collègue Djibaou. Je remercie, bonjour à toutes et à tous. Merci, Président, de l'organisation de cette rencontre et de cet échange. Il est toujours évidemment très enrichissant
d'avoir en plus des personnes qui ont participé au processus et qui en parlent avec le vivant de la connaissance qu'ils ont eue et le souvenir très précis des événements. Il est également, évidemment, pour nous originaires des pays des océans, très important d'entendre, parce que chez nous, il y a aussi des velléités d'autonomie, voire d'indépendance, de comprendre quel peut être le positionnement de l'État à certains moments, l'évolution, et j'entends qu'il y ait en effet une évolution. Ce ne sera pas une question, mais peut-être une partie d'un témoignage. Moi, je suis toujours très touchée par les prises de parole d'Emmanuel Tjibaou, qui représente cette espèce de force tranquille qui peut être celle des peuples qui sont soumis à une obligation finalement, comment on appelle ça maintenant, de résilience. Bon. J'ai vu un film il n'y a pas longtemps qui, c'est vrai, m'a beaucoup marqué et qui s'appelle « Ni chaîne ni maître ». Et ce film rappelle que toute personne qui un jour a été ou est privée de sa liberté, contrairement à l'idée que l'on peut s'en faire, aucun jour ne passe sans que cette quête de la liberté n'envahisse son corps et sa tête. Et je crois que, au-delà de tout et au-delà du fait qu'on soit dans ce que l'on appellerait en droit foncier de la théorie de l'apparence, c'est-à-dire que l'histoire a fait que la colonisation s'est installée comme étant, après, un mode d'acquisition normal et acceptable et auquel il faut faire face. Il n'en demeure pas moins qu'il y a un peuple, en effet, qui a été colonisé et brutalisé à plus d'un titre et qui nourrit aussi ce qui peut être même peut-être l'épigénétique de ses ancêtres. Et je m'associe à la douleur qui peut être celle du peuple kanak. Je crois définitivement, et ça c'était aussi le propos liminaire qui avait été le mien lors de ma première prise de parole à l'Assemblée nationale, qu'il va falloir des solutions disruptives pour nos territoires des pays des océans. Les anciennes solutions ne fonctionnent pas, et plus qu'il y a longtemps, les jeunes et moins jeunes ont maintenant une connaissance historique, juridique, sont liés au monde plus que jamais, et ont des visions aussi de ce que peut être la revendication historique, identitaire, qui n'est pas celle que pouvaient avoir nos pères ou nos arrière-grands-pères ou grands-mères il y a 60 ans. Donc j'ai entendu le collègue Tjibaou parler de cette conciliation obligatoire et nécessaire, de cette quête de liberté, et je dirais que la colonisation aujourd'hui, quelle que soit la forme qu'elle a pu prendre de la France, a besoin de rentrer très vigoureusement dans le récit national, ce qui permettra d'ouvrir les voies de nouvelles solutions, et laisse des enfants dont je suis particulièrement attentif à la liberté à conquérir, dans des cadres qui devront à nouveau être définis, mais dans un respect que nous allons aller chercher, comme on dit chez moi, griffantais. Voilà. Donc merci, tu le sais, je m'associe à votre lutte aussi dans la paix, parce qu'on sent aussi ce besoin de paix, mais on sent aussi que les solutions passées ne seront pas les solutions d'avenir. En effet, il n'y aura pas de solution binaire, mais il faudra une solution qui sanctuarise aussi une sorte de justice que doit l'humanité à certaines populations. Merci. Collègue Tjibaou, tu as la parole. Moi, je ne vais pas être très long, hein. C'est juste encore remercier et puis dire, appeler la délégation Outre-mer à être attentif
au processus en cours. Parce que c'est dans les propos qu'on entend parfois, on s'aperçoit qu'il y a un inversement des valeurs. Et quand on est indépendantiste, on a forcément tort de se révolter et de clamer non d'autres droits. C'est aussi pour ça qu'on a investi. Voilà. Il m'a envoyé pour me dire ça, là-bas, ici au Palais Bourbon. Dire attention à la représentation nationale, parce que les engagements pour le peuple, c'est des engagements qui confortent la légitimité des accords politiques que l'on porte. Et le travail qu'a pu faire M. Krishnard, comme celui de M. Merle, c'est ça. C'est se mettre au service, pas d'une cause, pas d'un idéal, mais c'est se mettre au service des aspirations de la France aujourd'hui. Ce n'est pas des aspirations qui sont propres à la France. C'est des aspirations de tous les peuples. 2030, l'éradication du colonialisme. C'est l'ONU qui a décidé ça. Ce n'est pas la France contre les indépendantistes. C'est l'ONU, c'est de par le monde. Le sens, c'est surtout ça, de faire attention à ce qui se passe aujourd'hui et que l'inversement des valeurs, il traduit aussi une crainte. Et ce n'est pas propre à nous, la Calédonie, c'est partout dans le monde. Voilà, la dernière élection en Amérique, elle témoigne de le bouleversement qui est en train de se passer aujourd'hui. Et quand on est ultramarin, on le ressent encore plus, parce qu'on est tellement petit qu'on se dit on a besoin de soutien. Et c'est là le sens, je pense, du travail que mène la délégation. Et les avancées institutionnelles, ça c'est de la mécanique administrative. Ce qu'il faut surtout prendre en compte, c'est le respect pour nous, le droit des peuples. Et nous, on a partagé ce droit depuis 1983, le droit à l'autodétermination. On a dit aux victimes de l'histoire, on va marcher ensemble. Et c'est un exemple que je donne souvent, dans la Bible, on dit c'est le droit d'aînesse, dans l'Ancien Testament, Moïse, tout ça. On l'a partagé avec les autres, mais à aucun moment on a renoncé à ce qu'ils décident à notre place. Parce que si on doit cheminer ensemble, pour la dernière marche qui nous reste, c'est les compétences régaliennes. On est déjà sur une trajectoire qui est ascendante pour nous, parce que depuis 80 ans, on a partagé, on a mis en place les régions, statut Pisani, Fabius, on a mis en place 88, la mise en place des provinces, et puis 98, le processus de décolonisation. Donc c'est là où la France doit aussi prendre ses responsabilités, et en particulier au sein de la représentation nationale, pour accompagner et pas simplement construire des imaginaires, mais que ce soit enseigné dans nos écoles. Parce que nous, on a suivi les mêmes cours sur les bancs de l'école avec M. Mesdorf. Mais on dirait qu'on n'a pas entendu la même chose. On connaît par cœur le fleuve de France et puis l'histoire des épopées héroïques de tous ceux qui se sont levés contre la campagne de recrutement en 1917, contre le vol des terres. On n'entend pas. C'est pareil pour les Marrons, c'est pareil en Guyane. C'est là où je dis la France, elle doit peut-être, faire preuve de beaucoup d'humilité face à son histoire, mais il faut l'assumer parce que nous, on la connaît. Et à chaque fois, c'est l'histoire de France qu'on vient partager avec nos compatriotes ici. Ce n'est pas autre chose. Et c'est les idéaux de la République qu'on vient rappeler à nos compatriotes ici. Voilà, c'est juste une remarque pour encore encourager la délégation à la démarche qui est entreprise. Et puis, il y a une mission qui va se faire à partir du 22, là. On espère que, avec M. Carlet, on pourra éclairer peut-être encore d'autres ponts qui ont peut-être été esquissés. Vous avez eu la veille, vous avez eu la mise en garde, vous avez eu le résultat. Maintenant, il faut aussi regarder comment, au travers de cette mission, on pourra éclairer peut-être des stratégies qu'on peut engager sur la solidarité, la reconstruction et puis la reconstitution du lien social entre nos communautés. Là, c'était juste une remarque d'ordre général. Merci, collègue Djibaou. Donc, par
rapport à ta remarque, nous, à la délégation, en tout cas, on a pris le parti, effectivement, parce que je rappelle juste un petit fait historique. Lorsque la délégation a pris la décision de faire la mission en Nouvelle-Calédonie, tout était mis en œuvre au niveau de l'Assemblée et du gouvernement pour qu'on n'y aille pas, qu'on ne fasse pas. Là, ce n'était pas la peine, pourquoi faire? Il y a déjà les groupes de contact. On aura dit non, désolé. La délégation aux Outre-mer, effectivement, a sa part à faire dans tout cela et a amené aussi son regard. Et heureusement qu'on l'a fait. Moi, souvent, je le dis, il y a une compréhension de la situation calédonienne avant le déplacement là-bas. Et lorsque nous sommes rendus, parce que même le collègue Gosselin, qui n'est pas là, lui aussi, il a vite compris à quoi il avait affaire. Pourtant, il avait une idée d'arrêter au départ. Hein. Mais quand on est confronté à une réalité sur place, lorsqu'on est objectif en toute situation, on est effectivement ébranlé dans nos convictions les plus profondes malgré tout. Et cette mission qui se met en œuvre effectivement d'ici 2 semaines, un peu moins, 10 jours, une dizaine de jours, on se rend là-bas à nouveau. Effectivement, c'est bien l'après. Parce qu'il y a eu un avant, mai 2024, aujourd'hui on est dans l'après. Dans l'après, effectivement, le travail qu'on aura à faire, effectivement, c'est en échangeant, en discutant, en partageant, c'est quelle perspective, quelle proposition nous pourrons faire au sein de la délégation pour permettre effectivement à l'île de vivre en paix avec les choix qui seront celles qui viendront de l'île, pas du Parlement, pas des députés. On n'a pas à décider pour ces territoires-là. Et comme l'a dit la collègue Bellet, ça vient en résonance aussi avec le choix que seront amenés à faire les autres territoires, parce qu'il y a des réflexions qui sont menées partout aujourd'hui. On a rendu un rapport sur l'évolution institutionnelle dans les territoires d'outre-mer. Et je peux vous dire que ça réfléchit partout. Partout, ça réfléchit parce qu'on voit bien que les idéaux républicains, la garantie républicaine qui avait été annoncée pour nos territoires, n'y est pas. Je suis désolé, il n'y est pas. Et ce n'est pas faire de l'idéologie, c'est juste un constat, c'est un fait. Mais certains ont des difficultés à l'entendre, comme ce matin, j'ai pu rappeler des faits historiques qui font que ça pose problème. Et ça pose problème parce qu'effectivement, l'État ne fait pas assez face à son histoire et ne nous permet pas de nous exprimer en tant que tel, malheureusement. Mais tu as largement raison. Nos électeurs et électrices nous ont envoyés ici pour dire les choses et pas continuer à jouer à l'autruche. Donc, à un moment donné, il faudra falloir que l'État, dans son appareil global, puisse comprendre qu'on va devoir affronter cette histoire commune, qu'on le veuille à un moment donné, pour pouvoir se projeter vers l'avenir. Tant qu'on ne fera pas ce travail-là collectivement, chers collègues, on sera amené effectivement à traverser ce genre d'écueil-là. C'était la Nouvelle-Calédonie hier. Aujourd'hui, Mayotte, par rapport au cyclone Chido, mais qui a mis en lumière au monde entier toutes les errances, les carences de l'État sur Mayotte. Malheureusement, il risque d'y avoir d'autres territoires qui traverseront des tempêtes à venir. Ça sera à nous, c'est la délégation en tout cas, d'être au plus près de chaque territoire et d'apporter, je l'espère, la voie la plus objective et la plus sincère à chaque fois, sans être sur des postures politiques ou politiciennes, ce qui me concerne. Messieurs Merle et Monsieur Krishna, moi j'aimerais, au nom de la délégation, bien sûr, vous remercier de votre participation de ce jour, de votre disponibilité. Pour ma part aussi, vous avez pu amener aussi un éclairage assez précis par rapport aux événements, puisque vous y avez participé. Et donc, ça nous permettra de continuer à alimenter nos travaux et la réflexion qui est la nôtre et de continuer le travail qui a été initié depuis plus de 30 ans aujourd'hui. Un grand merci à vous en tout cas et je vous souhaite bonne continuation dans ce que vous faites au quotidien et merci à vous. Merci, Monsieur le Président. Alors, chers collègues, la délégation aux Outre-mer se réunira le mercredi 19 février à 15 h avec l'ordre du jour suivant. Communication de la situation à Mayotte. Donc, pour rappel, on a fait un déplacement avec l'administrateur René Carl et moi-même sur Mayotte. On a fait quelques jours sur place. On vous communiquera le rapport que l'on fait sur ce qui se passe à Mayotte. Mais bon, vous allez vite comprendre dans quoi on est aussi, malheureusement, à Mayotte. Il y en a qui viennent faire des grandes déclarations dans l'Assemblée nationale, mais ils sont loin d'imaginer ce qui se passe là-bas concrètement. Donc, on aura le temps d'en discuter avec ce rapport. Il y aura aussi l'audition de Mme Sabrina Kajoli, fondatrice de Kimbered,
French West Indies sur l'inclusion des territoires français d'outre-mer dans la charte sociale européenne du Conseil de l'Europe. Donc c'est à la demande du collègue et vice-président Khaliffer de la délégation. On va auditionner cette juriste qui va nous parler effectivement de la fameuse charte européenne dans laquelle les territoires d'outre-mer sont exclus, ne sont pas dedans. Donc on va débattre de cela aussi. Et donc vous recevrez la convocation habituelle, hein, comme d'habitude, sur le sujet. Il y a un autre événement qui est venu, qui est en train d'avancer beaucoup sur la table. Donc je regarde si ça va se faire au niveau de la délégation un peu largement. Le problème avec les airbags, la marque Takata. Sur les 16 morts qui sont comptabilisés aujourd'hui, 14 sont issus de nos territoires. Les Outre-mer sont les plus impactés par rapport à ce drame-là. Ni l'État, ni les constructeurs n'ont pas pris la mesure de la situation. Et donc, on s'empare du problème, on réfléchit à faire une résolution, on l'espère transpartisane, pour qu'il y ait une commission d'enquête parlementaire sur la gestion de ce scandale qui frappe nos territoires, d'autant plus que les constructeurs se dédouanent de toute indemnisation ou réparation à mettre en place, ce qui pour moi est insupportable. Donc la collègue Karine Lebon est sur le dossier aussi depuis 2023. Plusieurs associations, en tout cas moi, m'ont interpellé. Un groupe d'avocats d'issus de nos territoires aussi nous ont saisis. Donc il va falloir qu'on réfléchisse de la stratégie la plus efficiente pour qu'au niveau du Parlement, que ce scandale-là soit pris au niveau escompté. Parce que lorsque sur 90% des morts sont sur nos territoires, parce qu'effectivement il y a un climat, une réalité tout autre sur nos territoires, l'État reste silencieux. Alors juste une petite anecdote pour ne pas être trop long. En fin d'année dernière, à la veille de la motion de censure qui a fait tomber le gouvernement Barnier, j'ai rencontré une équipe du ministère des Transports de l'ancien ministre qui est venue me voir à l'Assemblée pour me dire effectivement est-ce que la délégation pourrait faire une audition du ministère pour expliquer en gros ce qu'ils mettent en œuvre en matière de communication pour chaque territoire. D'accord ? Quelle a été ma surprise d'entendre par la voix de la collègue Karine Lebon que ce même ministère dit aujourd'hui à Mme Lebon qu'en gros, il n'y a pas besoin de rendez-vous à ce niveau-là parce qu'ils sont venus me voir depuis des mois pour susciter un intérêt de la part de la délégation et que je n'aurais pas réagi. Donc, comme j'ai dit à la collègue Lebon, je m'inscris en faux sur les mensonges graves de la part du cabinet du ministre des Transports aujourd'hui en place. Ils essaient en fait de se dédouaner de leur non prise en compte de la réalité au niveau de nos territoires. Et je peux vous dire que à la prise en compte de cette information-là, les choses vont se tendre quelque peu sérieusement avec ce ministre-là, parce que je suis désolé, venir la veille, donc en décembre, dire ouais, on veut vous voir pour une audition, pour une communication, et dire maintenant à une collègue ultramarine que le président de la délégation avait été saisi depuis des mois pour se saisir du dossier, c'est extrêmement grave en ce qui me concerne, et ça ne restera pas en l'état. Donc voilà les informations que je vais vous transmettre avant que l'on ne se quitte. Je rappelle qu'il y a encore la niche parlementaire LR qui continue avec des textes qui doivent passer. Donc, pour ceux qui doivent y retourner pour voter et participer au débat, je vous dis à tout à l'heure et pour les autres, bonne continuation. Ah oui, collègue Khaliffer. Juste parce qu'avec Christian et Max, on voulait justement voir avec toi comment on allait activer une proposition de résolution concernant ce problème de airbag. C'est ça. Donc c'est déjà, disons, ta position. Tout à fait. Et on veut déjà te remercier et faire qu'on est assez vite. On trouve un chemin pour passer. Tout à fait, c'est ça. Le chemin pour moi, le plus simple, aujourd'hui, j'espère le plus rapide, c'est qu'il y ait une validation transpartisane pour que une commission d'enquête parlementaire à l'échelle de l'Assemblée se fasse, parce que on sait comment ça fonctionne. Si c'est porté par l'un de nous, toi dans une niche ou quelque chose comme ça, les zones, ouais, mais pourquoi faire? Il y aura peut-être une non-volonté d'eux. Mais en impliquant tout le monde dès le départ, ils ne pourront pas dire qu'ils ne savent pas ce qui se passe dans nos territoires. Donc voilà. Merci à toutes et tous encore et je vous dis à très vite. Et portez-vous bien. Merci, merci. Bon, merci.